Merci Thomas. Du coup, moi je m'appelle Timothée Kellard, je suis cofondateur d'Ecodev et j'ai beaucoup porté ce sujet de gouvernance partagée chez Ecodev il y a quelques mois avec mes collègues. Donc voilà, je viens témoigner sur le sujet. Merci. Jean-Michel. Bonjour à tous, Jean-Michel God. Donc, moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les entreprises. Ah, t'as mis le micro. Voilà. Donc, d'accompagner les entreprises qui veulent mettre en place l'holacratie. Et je suis vraiment content qu'on fasse cette rencontre parce que ça ponctue, je dirais, quasiment 2 ans de collaboration. Donc, voilà, c'est un moment idéal pour faire le bilan. Merci. Raphaël, on laisse la Et donc, parole. bonjour à tous. Donc, moi, je suis Raphaël Chapalin. Je travaille avec Ecocompteur. Voilà, je m'occupe de la communication et du marketing et j'ai aussi suivi donc le projet d'adoption d'Holacracy chez Ecocompteur. Donc, voilà, je suis content d'intervenir pour vous présenter ça et de voir aussi vos retours. Très bien, merci. Je vais finir. Donc moi, c'est Thomas Chauveau, je suis responsable de la communication. C'est moi qui vous envoie les différents mails pour vous faire venir aujourd'hui sur cette webconf. Voilà. Et donc, comme je disais, je me ferai le relais de vos questions que vous pouvez poser sur le chat à tout moment. Voilà. Et ben, on va débuter. Timothée, je t'invite à partager ton écran. Je vais te donner le rôle d'animateur pour que tu puisses partager ton écran. Je sais pas si ça fonctionne bien pour tout le monde. A priori, oui. Eh ben, très bien. Alors, je vais juste prendre la parole 5 à 10 minutes, un grand maximum. Je vais essayer de faire assez rapide. Alors, l'objectif que je me suis fixé, c'est pas forcément de rentrer dans le détail, puisque du coup, la gouvernance partagée, puisque Jean-Michel en parlera bien mieux que moi. Par contre, c'était de vous expliquer un peu l'historique et la raison d'être finalement de cette motivation qu'on pouvait avoir chez Ecodev. Et puis, du coup, j'ai une présentation très visuelle. Donc, pardonnez-moi si la forme ou des mêmes le font est un peu fouillis, mais comme on l'a fait au dernier moment en visio, je ne suis peut-être pas encore bien rodé. Dans les grandes lignes, on connaît les enjeux environnementaux, je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, on a des enjeux assez pharaoniques qui sont face à nous, hein, tout simplement, à la fois sur les enjeux de biodiversité, mais aussi climat. Bon, j'ai mis quelques chiffres clés. Et on a en parallèle des enjeux économiques et sociaux également aussi extrêmement élevés. Euh, on peut parler principalement de répartition des richesses. Alors, c'est une grande question aujourd'hui. On est tous confinés. On se dit, l'après-demain, on aura un nouveau monde. Et du coup, il y a quand même beaucoup je vois sur les réseaux sociaux d'échanges qu'on peut avoir. C'est comment on peut orienter au mieux ce nouveau monde après Corona. Mais quand on voit les chiffres, effectivement, où 1% de la population possède autant que le reste de l'humanité, on peut effectivement se poser ces questions. Donc, on a ces défis. Alors, je rappelle pourquoi je présente ces chiffres. En fait, Ecodev a un objectif qui est de travailler exclusivement sur les sujets RSE et développement durable et accompagne les entreprises dans ces démarches, à la fois sur des missions d'audit, de conseil, mais également de déploiement d'actions ou d'éléments de langage ou de conduite de changement. Donc, c'est les sujets qu'on travaille aujourd'hui. On sait en plus qu'on a une mobilisation grandissante sur ces sujets. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, donc par exemple, qui vont pousser les gens à être rebelles quelque part. Donc là, c'est Extinction Rebellion, dont l'objectif est de dire on est en résistance climatique, donc il faut évoluer sur une nouvelle société. En plus, on a une défiance de plus en plus importante sur les entreprises. Il y a une dizaine d'années, le discours institutionnel était cru dans la plupart des particuliers. Il y a une enquête qui est arrivée il y a quelques années qui démontre aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais globalement, la majorité des Français ne croient plus dans le discours institutionnel, que ce soit entreprise d'ailleurs ou collectivité. Donc on a une vraie défiance sur le sujet, et en parallèle, les salariés ont une réelle quête de sens. On a vu, nous, en 10 ans, parce que les codev un peu plus de 10 ans, que les collaborateurs, en tout cas sur les audits ou les baromètres, n'ont plus comme objectif d'être le mieux payé dans leur travail. Et la quête de sens, ainsi que le management, ainsi que le travail au quotidien en termes de confort, par exemple, ou de cadre, devient un critère extrêmement important. Et en attendant tout ça, le temps presse. Alors là, on a l'actualité nous pousse à avoir un peu plus de temps d'ailleurs à réfléchir, mais on voit bien qu'on est sur des enjeux d'urgence.
Alors j'ai mis ces slides pour expliquer qu'effectivement, au-delà de la rentabilité économique d'une entreprise, on commence à se poser beaucoup la question d'impact. Il y a la loi PAC qui est sortie il y a quelques mois, et puis on a toute la définition d'autres critères associés à la création d'une entreprise. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que certaines entreprises sont plus réactives que des États pour nous aider dans notre quotidien, et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont faire le dos rond. Et on se pose beaucoup la question de la transparence finalement. Et l'exemple, ça a été après la crise des subprimes ou d'autres enjeux financiers, c'est notre livret A ou notre argent. Quelle est la transparence finalement financière, par exemple? Quel est le partage ou l'équité dans ma structure, le produit que j'achète? Donc là, j'ai mis un exemple de tablettes de chocolat qui ont comme actionnaires également les petits producteurs. Et aussi, alors j'ai mis cette histoire de parachute pour les golden parachutes, mais de rémunération. Comment on peut considérer aujourd'hui que les répartitions soient aussi différentes en fonction des profils. Et je me suis fait je vous partage une réflexion, mais on voit bien aujourd'hui que l'urgence, c'est pas forcément de rémunérer peut-être les infirmières, les caissiers au SMIC, et puis d'avoir des profils qui restent rémunérés extrêmement bien, alors qu'on voit que dans les états un peu d'urgence, la valeur est en train d'évoluer en fonction du quotidien, du coup, de chacun. Et on s'est beaucoup posé la question chez Ecodev de mesurer l'impact. Alors tout ça, c'est bien beau, mais comment on mesure l'impact qui permet de valider finalement que notre structure est plus vertueuse, a un impact plus positif? Alors, on parle beaucoup d'entreprises régénératrices ou contributrices, on parle beaucoup d'impact de manière générale avec l'économie sociale et solidaire ou les enjeux climat, mais donc ils sont très compliqués à calculer, à mesurer. Alors il y a aujourd'hui des certifications et des outils. Alors je vous ai cité là où je vous mets en avant Bicorp et 1% pour la planète, puisque Ecodev a adhéré à ces fonctionnements. Alors Bicorp, c'est un label pour justement encadrer ces sujets de reporting extra-financier et stratégie associée. Et 1% pour la planète, c'est plus une démarche de mécénat. Et en fait, on voit aussi qu'il y a toute la démarche d'ISO 26000, qui est la plus structurante sur les sujets de développement durable. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais bon, c'est une démarche ISO qui n'est pas certifiante, mais qui aide à avoir une quarantaine d'indicateurs sur 7 piliers qu'on a sur le graphique, dont un qui est au centre et qui démontre bien l'importance de tous les autres, c'est l'organisation. Donc, c'est finalement la gestion de l'entreprise et de sa gouvernance. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir les autres piliers, si jamais la gouvernance n'est pas saine, on peut imaginer que les piliers ne servent pas à grand-chose à être déployés. Et là, je vais vous prendre le cas d'Ecodev. On est passé d'une dizaine de personnes à une trentaine de personnes en quelques mois, quelques années. Et on s'est dit comment on peut arriver à changer d'échelle et comment on peut casser un peu les limites qu'on avait et donc créer du possible dans une période impossible. Alors c'est quelque chose qu'on prend beaucoup en ce moment. Tout ce qui était impossible il y a quelques semaines devient possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Et comment on peut aussi surtout se dire qu'on a un impact positif et un sérieux impact finalement sur ces sujets d'activité liés aux enjeux qu'on traite. Et un dernier point, c'était trouver sa raison d'être. Et là, je fais un double zoom. C'est la raison d'être de l'entreprise, bien évidemment, mais aussi la raison d'être du salarié ou de la personne qui travaille avec nous. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que quand on recrute du monde, on a des profils qui sont extrêmement motivés, curieux et dynamiques, et d'autres qui le sont un peu moins. On voit qu'on a certains qui se projettent sur plusieurs années et d'autres pas. Et là, on se dit comment on peut aider les collaborateurs finalement à être le plus à l'aise dans ce quotidien et à trouver leur propre raison d'être, savoir pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils viennent travailler chez nous. Et donc, on en a déduit finalement que la gouvernance était le sujet prioritaire, donc il y a 2 ans maintenant, à travailler dans notre structure. Et passer d'une gouvernance de plus en plus pyramidale, puisque plus on est, plus on peut garder des réflexes qui font qu'on ait une pyramide de plus en plus élevée, à une démarche beaucoup plus étalée et contourner ces enjeux qu'on a dans toutes les entreprises, c'est-à-dire du pouvoir caché et ou des démarches qui finalement sont non désirées, liées à l'humain. Et moi, le premier, des fois, je me lève, je suis de moins de bonne humeur que d'autres matins. Et donc, forcément, mon comportement en étant de mauvaise humeur a des conséquences sur mes collaborateurs que je n'identifie peut-être même pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut se rendre compte qu'une bonne partie de la gouvernance est gérée de manière complètement invisible et ou même inconsciente. Et donc, on a créé des espaces de dialogue et de partage. Moi, j'ai rencontré, et ça va faire une transition, Jean-Michel il y a quelques années,
qui m'avait parlé de ces thématiques de gouvernance partagée. On a testé finalement de manière assez anecdotique au départ, via des moments un peu de rencontre, jusqu'à se convaincre qu'il était important de travailler de manière beaucoup plus structurée. Alors j'ai mis ce slide aussi pour finir, pour expliquer que la gouvernance partagée et où les sujets d'holacratie qu'on a essayé de déployer et qu'on déploie d'ailleurs depuis maintenant quelques années, même enfin, au moins 1 an et demi, ne sont pas parfaits. Et il a fallu en parallèle, et donc c'est le point d'amélioration, créer des zones de partage ou des zones de dialogue dédiées à la gestion humaine, plutôt liée à l'humeur finalement, liée aux attentes et aux ressentis des collaborateurs sur ces sujets. Donc voilà la petite introduction que je voulais faire. Ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que bien évidemment, ces sujets de gouvernance partagée sont très à la mode, donc ils sont extrêmement, on va dire, visibles et de plus en plus, avec tout de même l'inconvénient d'avoir des raccourcis. C'est un peu, je prends cet exemple qui est peut-être débile, mais c'est comme l'économie circulaire. Aujourd'hui, tout le monde parle d'économie circulaire en imaginant la dernière case qui est le recyclage ou la capacité de récupérer des produits pour les réutiliser. Mais l'économie circulaire, c'est bien plus. Et c'est repenser même un certain nombre de modèles. Donc, je vais peut-être faire cette introduction pour Jean-Michel. L'holacratie, ce n'est pas uniquement repenser un organigramme, mais c'est aller plus loin. Voilà. Merci. Jean-Michel, je te laisse la parole. Je te nomme animateur, Jean-Michel. Tu peux partager ton écran. Merci. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, je vais, pour enchaîner directement avec ce qu'a introduit Timothée, par curiosité, je vais faire un focus sur sur l'ISO 26000 et voir comment l'ISO 26000 définissait la gouvernance. Alors, c'est intéressant parce qu'elle parle d'un ensemble de processus de réglementation de loi qui cadrent la façon dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Mais une partie très intéressante, c'est qu'elle parle aussi de tous les mécanismes informels qui émergent en fonction des valeurs et de la culture de l'organisation, souvent sous l'influence des personnes. Et quand on parle d'entreprise, je prends le mot entre guillemets d'entreprise libérée ou de gouvernance collaborative du point de vue des collaborateurs, c'est vraiment ça qu'on va chercher à aller éclairer. Et ça vaut le coup de l'éclairer parce qu'en fait, une étude de 2013 montre que la transparence managériale est un facteur clé pour déterminer le niveau de satisfaction d'un collaborateur vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Et donc, il y a vraiment un gisement, je dirais, d'efficacité et d'engagement à aller exploiter en travaillant là-dessus. Alors après, quand on parle de la gouvernance de l'organisation, il y a beaucoup de choses qui viennent se superposer les unes aux autres. Et ça vaut vraiment le coup de voir sur quel espace on va travailler. Parce que quand on parle de gouvernance partagée, il y a un peu des zones bleues et des zones rouges, c'est-à-dire des zones bleues qu'on est prêt à ouvrir à la décision collective et des zones rouges qui relèvent de la décision, je dirais, presque autocratique du dirigeant. Et donc, il est bien de clarifier un peu le niveau de partage de la gouvernance qu'on veut mettre en place pour arrêter de se faire des illusions et vraiment laisser des espaces de liberté et d'évolution là où on le souhaite. Donc, le premier espace, il est ici, c'est l'espace de l'organisation du travail. C'est-à-dire que là, c'est comment on organise le travail à faire. C'est là où il y a les plus gros bouleversements, puisqu'il y a un siècle, c'était le taylorisme qui s'appliquait, avec des gens qui définissent comment on fait le travail et d'autres qui exécutent le travail tel que l'ont défini les premiers. Et maintenant, ça c'est complètement en train de changer pour plein de raisons, pour des raisons de recherche de sens, pour des raisons qui fait que maintenant quelqu'un va passer en fait 10% de son temps de vie à travailler, alors qu'autrefois c'était 40%. Par le fait que les jeunes générations sont beaucoup plus éduquées que les anciennes, par le fait que les problèmes qu'on rencontre sont beaucoup plus difficiles. Vous avez sans doute entendu parler de la complexité, de la volatilité, de l'ambiguïté, de tous les enjeux à relever. Et donc, pour ça, on est forcé d'organiser le travail, le taf, le travail à faire. On est forcé de le faire autrement. Après, il y a l'espace de l'association, c'est la communauté des personnes.
C'est-à-dire que Timothée l'évoquait, en fait, une entreprise, c'est aussi une tribu, une communauté de personnes. Et donc, c'est toute la dimension sociale de la transformation. Et les humains étant ce qu'ils sont, il faut s'occuper d'eux, il faut les faire monter en compétences, il faut gérer la culture, il faut leur apprendre à travailler ensemble. Et là, c'est vraiment du savoir-faire, de la compétence à développer. Puis après, il y a un dernier espace qui est un peu l'espace corporate de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise institutionnelle, c'est qui est propriétaire de l'entreprise, qui est maître des relations avec les parties prenantes, qui définit comment sera la valeur distribuée, comment seront faits les investissements, etc. Et cet espace, souvent, il est c'est un des espaces les plus difficiles à faire bouger. Il y a même des gens qui ne souhaitent pas le faire évoluer. L'exemple le plus pas probant, mais qu'on peut avoir en tête, c'est celui des coopératives, où là, les gens décident de travailler sur la structure capitalistique de l'organisation pour répartir le pouvoir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 3 facteurs très, très vastes. Et quand on parle d'entreprise libérée, c'est un petit peu un chemin qu'on se donne en allant combiner les 3 dimensions de ce diagramme. Alors que quand on parle des nouveaux modes d'organisation du travail, on est vraiment là sur l'espace de l'organisation. Ça, c'était vraiment pour clarifier de quoi on va parler et où est-ce que ça se passe. Et quand on parle d'holacratie ou quand on parle de sociocratie, on est plutôt là. Alors, je l'évoquais, il y a des nouveaux besoins qui sont en train d'apparaître et qui ont inspiré pas mal les nouveaux modes d'organisation. Il y a d'un côté le travail industriel classique avec des gens qui prévoient la façon dont on va fabriquer les objets et d'autres qui les fabriquent. Et puis d'un autre côté, tout ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, où ce sont des gens qui vont travailler ensemble dans des univers beaucoup moins palpables, beaucoup plus variables. Et ce contexte a donné naissance aux méthodes agiles, sachant que si on doit retenir 3 basiques des méthodes agiles, c'est des petites équipes, des gens qui sont auto-organisés, ils travaillent par itération pour aller vers un objectif commun, et puis il y a des rôles qui font que ça peut marcher, qui sont, par exemple, s'il y a des gens de l'informatique, le Scrum Master et le Product Owner, donc des rôles qui sont là pour que le système fonctionne, en fait. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça a inspiré pas mal de choses au niveau des nouveaux modes d'organisation. Après, il y a une constatation, c'est qu'en fait, il y a des organisations beaucoup plus complexes qu'une entreprise qui travaillent sans chef. C'est-à-dire que si on prend une grande ville arrive à fonctionner à peu près correctement sans qu'il y ait une personne, sauf cas particulier, qui décide de comment les gens font faire, comment les gens vont se déplacer, etc., etc. C'est-à-dire en activité normale, dans une ville, les gens circulent comme ils l'entendent, font leurs courses comme ils l'entendent, habitent chez eux et vivent dans leur propriété comme ils l'entendent, parce qu'il y a des règles qui sont mises en place. Il y a des règles de transactions commerciales qui font que quand j'achète quelque chose, je le paye. Il y a des règles de propriété privée qui fait que mon voisin ne peut pas venir occuper mon canapé sans que je lui en ai donné l'autorisation. Et il y a des règles de circulation qui font que, en s'arrêtant au feu rouge, en respectant les priorités, les limitations de vitesse, les gens arrivent à se déplacer dans une relative sécurité. Donc, en fait, ce qui fait qu'un système fonctionne sont les règles. Ce n'est pas la structure de pouvoir, ce sont plutôt les règles. Et c'est à partir de ces règles que les gens vont pouvoir s'organiser pour faire leur travail. Donc, si on veut mettre en place un système d'auto-organisation quelque part, il faut des invariants, des éléments qui vont vraiment servir de point de repère. Un premier point de repère, c'est la structure. La structure, ça sert à savoir qui fait quoi. Un autre élément, c'est la règle, on les a évoquées tout à l'heure. Il y a des limites aussi, il y a des limites à ne pas franchir qui permettent de protéger les espaces d'action des uns des autres. Et puis, pour que tout ça fonctionne clairement, fonctionne bien, il faut de la clarté. C'est-à-dire qu'il faut que les règles soient claires, il faut qu'elles soient explicites. Et les nouveaux modes d'organisation s'attachent vraiment, notamment l'holacratie, à clarifier vraiment les règles qui sont à l'œuvre dans l'organisation. Savoir qui fait quoi, savoir comment sont les politiques d'achat, savoir est-ce qu'il y a du reporting et si oui, lequel, voir quelle est la marge de manœuvre donnée aux personnes pour faire le travail qu'elles souhaitent faire. Je regarde Raphaël du coin de l'œil, parce qu'il nous fera part de son expérience tout à l'heure et j'espère que ça sera raccord avec ce que je suis en train de raconter. Et c'est vraiment ce travail de clarification
qui permet aux personnes d'être autonomes dans l'organisation. Tant que les personnes ne savent pas ce qu'elles ont à faire, elles vont demander ce qu'elles ont à faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça paraît très formaliste, en fait. Mais c'est comme si c'était cette formalisation qui permettait l'autonomie et la liberté des personnes dans le champ qui leur est attribué. Et donc, l'holacratie a été inventé par des gens qui travaillaient dans les méthodes agiles. Ça sort de l'industrie du logiciel. Et donc, c'est des gens qui sont très algorithmiques et qui sont ils aiment bien décrire ce qu'ils font. Et donc, l'holacratie s'appuie sur 3 choses. D'une part, on va décrire, traditionnellement, on a une structure organisationnelle qui est l'organigramme. Et l'organigramme, on ne sait jamais si c'est une structure de personnes ou si c'est une structure de fonctions. C'est-à-dire, on ne sait pas si Pierre est le chef de Jacques ou si Pierre et Jacques ont des fonctions très différentes qui, finalement, sont sans relation hiérarchique. Donc, la première chose qu'on va mettre en place, c'est une structure organisationnelle qui sert à organiser le travail, mais pas les personnes. Et ça, c'est vraiment très important. On regarde ce dont l'entreprise a besoin pour fonctionner et on connecte tous ces petits éléments ensemble pour avoir une sorte de structure opérationnelle qui fonctionne. La deuxième chose, c'est d'avoir un processus de gouvernance, puisque la gouvernance, elle va évoluer tout le temps en fonction de ce qui se passe dans la vie de l'organisation. Il faut qu'on ait un processus de gouvernance qui permette de distribuer les autorités et de clarifier l'organisation. Et donc ça, c'est vraiment un point très important dans la gouvernance partagée. C'est-à-dire que si on la partage, la gouvernance, elle peut bouger. Elle n'est pas partagée, figée, mais elle est partagée, il faut qu'elle puisse bouger. C'est le moyen de chaque collaborateur à trouver un espace de travail qui lui convient bien et qui est adapté à ses compétences, à ce qu'il a envie de faire et aux besoins de l'organisation du moment. Et le troisième point, c'est qu'il y a une attention particulière portée aux opérations. C'est-à-dire, là aussi, l'holacratie est une façon de clarifier, de gagner en efficacité, de savoir vraiment quand on prend une décision qui est concerné, quelles sont les règles pour prendre cette décision et finalement quels sont les éléments à prendre en compte. Donc, on va clarifier un peu ce que je dirais de façon caricaturale de la réunion d'équipe du lundi matin, où on fait un petit peu de tout, on parle du travail à faire, on parle de l'humeur des gens et on parle peut-être parfois de la gouvernance et parfois on prend des décisions sur des projets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de séparer ces espaces en holacratie pour vraiment être au bon endroit pour faire ce qu'on a à faire. Et toute cette façon de faire, elle est consignée dans une constitution. Alors, quand je parle de la constitution de l'holacratie, il ne faut pas croire, il ne faut pas du tout aller imaginer que la constitution de l'holacratie dit quelles sont les décisions que vous devez prendre dans votre entreprise. La constitution de l'holacratie, elle est juste là pour dire si vous devez prendre une décision, prenez-la de la telle façon, quelle que soit la décision qu'on prenne. Et ça, c'est un truc très important, parce que quand on parle de constitution, on a l'impression que tout est décidé d'avance, alors que la constitution de l'holacratie, elle est comme la constitution française, elle sert à faire les lois qui vont permettre de s'organiser. Et la constitution de l'holacratie, elle sert à faire émerger les lois dans l'entreprise qui vont permettre aux personnes de s'organiser. Alors, si jamais vous êtes curieux de l'holacratie, surtout ne lisez pas la Constitution. Commencez par tout ce que vous pouvez, des vidéos, une BD, un livre, mais surtout pas la Constitution de l'holacratie, parce que lire la Constitution de l'holacratie, c'est un peu comme lire le règlement de la FIFA, alors que vous n'avez jamais joué au football. Donc, allez jouer au football et puis occupez-vous de voir comment sont nées les règles plus tard. J'ai dit tout à l'heure que un des éléments clés de l'holacratie, c'était de proposer une structure opérationnelle. Et l'idée, c'est que cette structure soit décrite sous forme de rôle. En fait, le rôle en holacratie, c'est un peu comme un petit grain de travail. C'est notre cellule de travail minimale qui permet de décrire un travail à faire dans l'organisation. Et ce rôle, outre son nom, il a trois particularités. La première particularité, c'est la mission. Pourquoi ce rôle existe? Quelle est la mission suprême d'un rôle RH? Quelle est la mission suprême d'un rôle consultant? C'est quelque chose, c'est un petit peu ce pourquoi on se lève le matin et c'est ce qui va vraiment aller nourrir la raison d'être de l'organisation. Puis ce rôle, il a aussi d'autres choses. Il a des redevabilités. Les redevabilités, c'est les attendus de l'organisation. C'est une traduction du terme anglo-saxon accountability.
Et là, c'est vraiment ce qu'on attend du rôle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'organisation attend de son rôle finance. Est-ce que c'est payer les salaires? Est-ce que c'est payer les factures? Est-ce que c'est tenir les comptes? Est-ce que c'est être gardien de la trésorerie? Et donc ça, c'est très très important. Ça permet exactement de savoir quel rôle fait quoi dans l'organisation. Puis le troisième point, c'est un domaine, c'est des espaces réservés dont le rôle est propriétaire. Par exemple, une camionnette de livraison, elle va être un peu la propriété du livreur parce qu'il ne pourra pas faire son travail si tout le monde lui emprunte sa camionnette sans lui demander. Donc voilà, on arrive avec la notion même de rôle à trouver ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des limites, des attendus, et puis une raison pour laquelle on fait ce travail. Et donc, on va regarder un rôle à la loupe. C'est le rôle e-réputation. Donc, ça se passe dans un hôtel. En fait, c'est un rôle tiré d'un serious game qui sert à découvrir un peu l'holacratie. Et donc, le rôle de ce rôle, il a une description explicite des activités régulières attendues par l'organisation. Donc, c'est les redevabilités qui sont là. On voit sa mission ici, générer du buzz autour de l'organisation et susciter de la demande pour les produits et services. On a un domaine, on voit qu'il a un espace réservé. Et puis, il a des redevabilités, promouvoir l'entreprise et ses produits et services, envoyer un emailing tous les mois et publier des articles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu trivial comme rôle, il n'est pas transcendant. Mais les rôles en holacratie sont toujours extrêmement simples. Et j'ai toujours une pensée émue pour EcoCompteur, quand il a travaillé sur le travail de sa structure administrative et finance. Et en fait, en travaillant sur cette structure, l'entreprise s'est aperçue qu'il y avait un rôle courrier qui faisait son travail depuis des dizaines d'années, mais qui n'avait jamais vraiment été identifié comme tel. Et c'était vraiment génial de se dire, mais en fait, comment ça marche le courrier, qui va le chercher, puis quand la personne est en vacances, qui est-ce qui s'en occupe, etc. Et faire la découverte de ce rôle qui est vraiment qui est assez trivial, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle illustration de ce que pouvait apporter l'organisation par rôle. Et donc, ce rôle qu'on a vu, on voit qu'il décrit clairement les activités régulières de l'organisation, qu'il apporte de la flexibilité, décidément, la flexibilité à un espace d'initiative. Parce que tant qu'on n'a pas, je vais arrêter, tant qu'on n'a pas vraiment clarifié ça, le rôle, il ne peut pas prendre d'initiative. Donc, entre la mission, qui est un peu l'endroit suprême qu'il doit atteindre, et les redevabilités qui sont le niveau plancher de travail, il y a tout un espace dans lequel la personne qui est dans le rôle peut s'investir, et puis des limites claires pour que chacun connaisse sa liberté d'action. C'est difficile de donner carte blanche à quelqu'un si c'est dans un espace sans fin. À partir du moment où c'est dans un espace limité, c'est beaucoup plus simple. Et puis, adopter une organisation par rôle, en fait, va créer un basculement, une bascule intellectuelle, un point de transformation culturelle dans l'organisation. Parce que, classiquement, comme on ne sait pas qui décide de quoi, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est implicitement interdit. Si quelqu'un a une idée, il va sans doute aller en parler à son chef pour voir s'il peut la mettre en œuvre. Il y a un côté, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Et grâce au rôle, avec cette notion même de rôle, ça permet aux gens de se comporter autrement et de voir que tout ce qui n'est pas explicitement interdit devient autorisé. Puisque, en fait, les seules choses qui sont interdites, c'est les domaines, donc les choses qu'il ne faut pas empiéter. Mais en holacratie, tout le monde peut légalement, je dirais, prendre toute initiative qui va nourrir la raison d'être de l'organisation, tant que ça ne va pas nuire, tant que ça ne va pas empiéter sur un domaine. Donc ça, c'est un élément de transformation important. Et je pense que Raphaël, tu pourras peut-être témoigner des apports de l'organisation par rôle chez EcoCompteur. Alors, le rôle, il n'est pas tout seul. On a vu que le rôle, tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc, souvent, il y a plusieurs rôles qui s'assemblent ensemble pour pouvoir avoir une fonction dans l'organisation un peu plus développée. Donc là, c'est l'exemple d'un service d'hôtellerie dans un hôtel. Et dans service d'hôtellerie, on a différentes choses. On a l'entretien, la chambre, le spa, les achats, la blanchisserie. Donc, il y a un tas de fonctions qui font que ce service hôtellerie peut travailler de façon un peu autonome avec tout ce dont il a besoin pour faire face à ces activités. Donc, en gros, un cercle, on pourrait dire que ça pourrait être une sorte d'équipe pluridisciplinaire qui a toutes les compétences et les autorités requises
pour remplir une mission précise. Et donc ce cercle, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il a sa propre gouvernance. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont dans le cercle, les personnes qui occupent des rôles dans le cercle, qui décident de la façon dont elles vont se répartir les différentes autorités, demander des choses en plus, demander des autorités en plus, ou laisser tomber des choses qu'on leur demandait de faire mais qui n'ont pas de sens par rapport à leur raison d'être. Et ça permet de faire évoluer la structure de façon itérative. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que souvent, quand on fait une réorganisation à dire d'experts, une fois que la réorganisation est en place, elle ne marche déjà plus parce que tout le contexte a changé. Alors que là, comme on est en réorganisation permanente, c'est intéressant par rapport à une adaptation en temps réel à la réalité. Et puis, une fois qu'on a vu que ces rôles pouvaient s'assembler en cercle, on peut à nouveau assembler les cercles en plus grands cercles et on arrive à avoir un organigramme style holacratie, un peu celui qu'a montré, comme celui qu'a montré Timothée tout à l'heure, qui est très, très différent d'une pyramide traditionnelle où souvent c'est une pyramide de personnes. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle parfois de gouvernance plate ou de choses comme ça dans ces nouveaux modes d'organisation, mais en fait, il y a une hiérarchie très forte dans ce genre de schéma, mais c'est une hiérarchie de... C'est une hiérarchie de... C'est une hiérarchie... C'est une hiérarchie de... Ah, des problèmes d'écran. Et en fait, c'est une hiérarchie je dirais de détail de travail plutôt qu'une hiérarchie de fonction. C'est-à-dire au début, au niveau de l'ancien CODIR, c'est le cercle général, on a des fonctions assez basiques et après, plus on descend dans les fonctions, plus on peut les détailler. Et je trouve que ça, c'est une grande force de l'holacratie, de créer des niveaux de clarté par rapport à la définition des tâches qu'on n'a pas forcément dans des modes d'organisation plus classiques qui sont moins exigeants sur la description du travail à faire. Alors ça, c'est pour la structure. Et donc, ce processus même de cartographie, pour moi, fait vraiment changer beaucoup de choses sur la façon dont est organisée l'entreprise et surtout dont les personnes, dont les collaborateurs peuvent percevoir la façon dont les collaborateurs peuvent percevoir l'organisation et sa lisibilité. Un exemple, c'est que dans une organisation en holacratie, en fait, un nouveau venu est complètement opérationnel en un mois, alors que souvent, il faut plusieurs mois dans une organisation classique parce qu'il ne connaît pas tous les non-dits et tout ce qui est implicite. Et en plus de ça, donc, l'holacratie propose 2 réunions rituelles qui sont la réunion d'opération et la réunion de gouvernance. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces réunions ont des process. En fait, on s'aperçoit quand on tient une réunion et qu'on a un objectif à atteindre, il faut que cette réunion ait un design qui permet d'atteindre l'objectif de la réunion. Si on fait une réunion de créativité, elle aura un design différent qu'une réunion de point sur un projet ou qu'une réunion de transformation de la structure de l'organisation. Et donc, l'holacratie apporte ça, elle apporte un process de réunion opérationnelle qui est extrêmement efficace, qui permet de traiter une trentaine de points en 1 heure, voire plus, avec un point factuel sur l'activité de l'organisation, et puis après, un point très, très interactif sur ce que chacun a besoin pour avancer dans l'organisation. Et puis, on a aussi une autre réunion qui est là pour animer un processus de gouvernance, c'est-à-dire un processus de transformation de la structure. En holacratie, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est la transformation de la structure, donc la structure opérationnelle. Et cette réunion, elle a aussi un design très particulier qui est complètement différent du premier design de la réunion tactique, la réunion de triage qu'on a vu avant, et qui est un design qui, lui, est beaucoup plus, mobilise beaucoup plus le fonctionnement collectif du cercle concerné, avec un processus de prise de décision qui est assez inspiré de la sociocratie, qui est la prise de décision par consentement. C'est-à-dire, en gros, on peut prendre n'importe quelle décision tant qu'elle ne met pas en danger l'organisation. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un changement, une bascule intellectuelle importante, parce que souvent, quand on prend si on a peu de temps, on rentrera sur les modes de décision tout à l'heure, mais souvent, quand on prend une décision, il faut que tout le monde soit d'accord, quoi, en gros.
Alors, et les modes de décision classiques, c'est-à-dire l'unanimité, la majorité, sont pas très fins par rapport à la subtilité qu'on a besoin d'avoir pour faire de la gouvernance agile ou de la gouvernance collaborative. Et là, avec ce principe qui est de dire on prend une décision tant qu'elle ne met pas en danger l'organisation, ça permet d'essayer plein de choses dans une sécurité et ça permet vraiment de pouvoir attraper toutes les opportunités qui se présentent. Donc, pour conclure, je dirais que quelque part, quand on travaille en holacratie ou qu'on adopte des nouveaux modes de gouvernance, des nouveaux modes de description de la structure, voire même des démarches d'entreprise libérée, on travaille sur deux espaces. On travaille sur l'espace de droite, qui est l'espace de l'organisation, où là, on va clarifier la structure, les règles, les usages, les habitudes implicites ou explicites qui sont à l'œuvre dans l'organisation, et on va clarifier qui fait quoi et qui décide de quoi. Ça, c'est pour savoir vraiment où sont les centres d'autorité dans l'organisation. Et puis à côté, on a tout un espace social où là, on va aider les collaborateurs à acquérir de nouvelles compétences, parce que c'est bien beau de leur donner une structure dans laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où ils peuvent se sentir très autonomes. Si on ne les a pas confortés dans cette autonomie, si on ne leur a pas donné d'outils pour apprendre à décider seul ou pour apprendre à décider ensemble, on n'a fait que la moitié du chemin. Et donc, dans cet espace social, il y a beaucoup de… je dirais que ça remet en valeur le rôle des ressources humaines sur la transformation sociale des organisations. Moi, je pense qu'ils ont vraiment un énorme rôle à jouer là-dessus. Et donc, on va travailler sur l'espace du comment, on va développer des compétences, de la culture, et c'est un peu les nouveaux comportements qui vont faire évoluer la culture de l'organisation. Voilà ce que je voulais présenter rapidement. Avant de passer la parole à Raphaël. Oui, alors juste avant de passer la parole à Raphaël, on a deux questions et je pense que c'est bien de les prendre maintenant parce qu'elles concernent directement ta prise de parole. La première, c'est Mireille qui nous dit que le facilitateur est un métier récent. Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce que c'est un peu comme un pilote coordinateur? Oui, alors facilitateur, il y a deux… Oui, alors la réponse est oui. Voilà. Donc, le facilitateur, en fait, il y a presque deux acceptions au terme maintenant. Il y a la facilitation des groupes, c'est-à-dire des gens doivent travailler ensemble et donc il y a un facilitateur qui est là pour les aider. Donc ça, c'est un peu le facilitateur d'intelligence collective qui sait faire du forum ouvert, du World Café, qui utilise les liberating structures et qui est là pour travailler vraiment sur la dimension sociale de l'organisation. Après, en holacratie, toutes les réunions d'holacratie, et c'est vraiment une bonne question, cette question de facilitateur, Mireille, toutes les réunions d'holacratie, enfin les réunions structurelles, c'est-à-dire la réunion de gouvernance et la réunion de triage, donc celles qui sont là et celle-là, là, voilà, celle-là et celle-là, elles ont des process extrêmement précis et c'est un facilitateur qui est le gardien du process. Et ça, c'est important. Enfin, je pense que Raphaël pourra peut-être aussi nous faire part de ça. C'est très, très important qu'une entreprise se dote de compétences de facilitation pour pouvoir mettre en place de la gouvernance partagée. Pour moi, c'est essentiel. À la limite, en budget réduit, la seule chose à faire, c'est de former un facilitateur. Ça, vraiment, on n'écoute pas. Parce que le facilitateur, c'est un peu votre guide qui vous permettra d'aller en haute montagne. Et sans guide, il n'y a pas de voyage, quoi. Voilà. Ça répond à votre question, Mireille ? J'espère que oui. Okay. Je passe à la deuxième question et après on pourra laisser la parole à Raphaël. Qu'est-ce qui définit ce qui met l'organisation en danger? Tu parlais tout à l'heure. C'est une super bonne question. Et d'ailleurs, en holacratie, il y a toute une batterie de questions qui permettent de voir si, quand quelqu'un dit « j'ai une objection, je pense que ça met l'organisation en danger », voir si c'est un danger réel, avéré, ou voir si c'est juste un danger, un mal-être psychologique ou une projection. C'est-à-dire que mettre en danger, c'est vraiment quelque chose qui va empêcher l'organisation de faire son travail. Après, c'est difficile de répondre plus sans rentrer dans le détail. Par exemple… Peut-être dire, Jean-Michel,
Pardon. Comment? Oui, Non, je vas-y, disais Thomas. peut-être juste préciser que c'est Ouais, l'histoire, c'est Raphaël, pardon. C'est l'histoire des Raphaël. rôles. En fait, on se base sur la structure des rôles pour dire si effectivement on met en danger l'organisation ou pas, quoi. Donc, il faut avoir une raison objective à refuser une proposition en disant j'ai tel rôle et je considère que ça crée tel tort pour mon rôle, quoi. Là, on a un exemple d'ailleurs, c'est une société qui fait de la croissance externe et forcément, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a besoin de travailler avec la vision, de travailler 1 an à l'avance, 1 an et demi à l'avance, 2 ans à l'avance pour pouvoir évaluer les opportunités de croissance externe. Et par exemple, si on crée ce rôle et que quelqu'un dit non, non, mais un truc 2 ans à l'avance, on n'en a pas besoin, ce qui compte, c'est le présent, ce rôle pourra dire, mais non, vous comprenez, on grandit par croissance externe, donc si personne s'occupe d'aller voir les opportunités de croissance externe, à terme, notre activité va devoir s'arrêter ou notre croissance ne pourra plus se faire. Voilà. Donc ça peut être un exemple qui montre que si ce rôle n'existe pas, l'entreprise est en danger. On rebondit sur cette question. Tous les rôles, du coup, sont impliqués dans les décisions systématiquement. Alors, sont impliqués on est organisé par cercle, donc dans la décision sont impliqués les rôles du cercle concerné. Donc, si c'est l'exemple que je viens de donner, ça serait plutôt une décision d'ex-comité de direction, donc c'est ce qu'on appelle le cercle général. Mais quelqu'un peut très bien dire à un endroit très précis, je propose qu'on crée un rôle, je peux prendre un exemple de l'informatique, je propose qu'on crée un rôle de codeur au sein de notre équipe. Parce que si on intègre le code dans notre flux de compétences pour faire nos petits éléments de logiciel, ça marchera beaucoup mieux. Et là, c'est une décision qui serait prise vraiment au niveau du terrain. Raphaël aura peut-être des exemples de décisions de gouvernance prises au niveau du terrain, dans la mesure où il y a un atelier de production chez EcoCompteur. C'est intéressant de voir que cette capacité de s'organiser, elle est légitime à tous les niveaux, quoi. Ça marche. On va peut-être du coup, on reviendra sur les questions à la fin si besoin. Peut-être du coup passer la parole à Raphaël. Donc je vais te nommer animateur pour que tu puisses partager ton écran. Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez, c'est bon? C'est bon. Vous voyez mon écran? Ok, parfait. Oui, donc l'idée c'était de partager un peu notre expérience finalement d'adoption de l'holacratie pour EcoCompteur. Donc je voulais juste vous présenter très rapidement qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc pour ça j'ai remis notre raison d'être. Donc EcoCompteur, la raison d'être, c'est des données fiables en support du développement des modes doux. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on vend des compteurs pour les piétons et les vélos qui sont installés par les collectivités pour gérer toutes les transformations urbaines, si on veut, et aussi une partie préservation des espaces naturels. Donc voilà, là c'est un peu les univers dans lesquels on évolue. Ça va être effectivement donc mettre en place des nouvelles pistes cyclables, de redynamiser des centres-villes, de mieux gérer des parcs et jardins, développer le tourisme à vélo et préserver les espaces naturels, voilà, donc avec des données de fréquentation. C'est essentiellement pour ça que nos clients achètent nos compteurs. Sur la partie vélo en ville, bon, on est présent dans beaucoup de villes en France et à l'international, mais le plus visible, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est cet afficheur-là, donc on a installé dans pas mal de villes. Et sur la partie espace naturel, on est présent voilà, sur des parcs très variés, que ce soit les parcs de la Réunion, l'île d'Hokkaido au Japon, aussi des monuments comme le Mont Saint-Michel ou des parcs naturels en Norvège. Donc l'entreprise a 20 ans cette année. Ça, c'est le premier compteur qui avait lancé l'activité dans les années 2000. C'était donc le père du fondateur actuel
Jean Milon qui avait fabriqué ce compteur-là après avoir remis en état en fait le sentier des douaniers en Bretagne, là où on est implanté. Et il voulait savoir en fait combien de personnes profitaient de ce nouveau sentier. Donc il avait bricolé ce petit système-là. Et donc 20 ans plus tard, en fait, on s'est vraiment développé beaucoup on est donc à pratiquement 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc sur les activités du groupe, puisqu'on est Ecocompteur, mais aussi Quantaflow, qui fait partie du groupe depuis 2016 et qui se spécialise plutôt sur le comptage des personnes en intérieur. Donc voilà, on dit qu'on est un groupe leader dans le monde sur le comptage des personnes. On est en tout 130 collaborateurs, on est présent dans plus de 50 pays et on a 3 filiales en plus donc de nos locaux en Bretagne, au Canada, en Chine, en Allemagne. Voilà, avec aussi une grosse équipe R&D qui continue à travailler sur tous nos projets. Et on a rejoint l'accélérateur PME de BPI France récemment. Voilà, ça c'était pour la partie présentation. Donc pourquoi on a souhaité en fait adopter l'holacratie. Le défi auquel on fait face, c'est que finalement, c'était Ecocompteur, c'était quand même ce qu'on dit, une longue histoire de valeurs fortes depuis le début. L'idée, c'était déjà de fonctionner sur le mode entre guillemets entreprise libérée, d'être le plus possible dans la collaboration et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont, on va dire, relativement faciles à mettre en place quand on est 3 ou 4, mais quand on approche la centaine de personnes, forcément, c'est d'autres défis et des choses plus lourdes et plus complexes. Donc, l'idée, c'était de se dire finalement comment retrouver une agilité et éviter de retomber dans des travers de prédiction et de contrôle et de pyramide finalement, alors qu'on grossit de plus en plus. Donc, garder finalement à la fois l'agilité pour être capable de s'adapter au monde extérieur et aussi le côté innovation de favoriser un climat en interne qui permette aussi le droit à l'erreur et l'innovation, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu le pourquoi. On le résume souvent comme ça, de dire finalement on avait une idée qui était l'entreprise libérée avec l'objectif que chacun se sente légitime, autonome et responsable pour porter un sujet. Comment on le muscle, et donc le muscle qu'on a trouvé, c'était holacratie, quoi. Donc l'implémentation et l'adoption, comment ça s'est passé? En fait, on a démarré, c'était donc en juillet 2017, avec un onboarding d'un groupe pilote, si on veut, sur l'holacratie. Donc au départ, c'était Christophe Milon, le fondateur, et puis Enrico, qui est l'actuel manager d'Ecocompteur, qui se sont rendus dans plusieurs entreprises qui avaient déjà adopté holacratie pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ensuite, ils ont organisé donc ce qu'on voit en photo, un séminaire de 2 jours avec un groupe pilote. Donc il y avait une quinzaine de personnes, donc à la fois des anciens managers et puis aussi des personnes volontaires. Donc c'est comme ça que j'ai pu y participer alors que j'étais pas manager à l'époque. Voilà, donc on a bien expérimenté sur 2 jours l'holacratie. Ensuite, on s'est réunis tous ensemble, on a fait une petite réflexion globale et on a voté pour le mettre en place ou pas. Et puis donc on a choisi Jean-Michel pour nous accompagner sur le démarrage. On a choisi aussi un nom pour le projet en interne, donc on appelait ça Holahoop, parce qu'on trouvait que holacratie c'était pas forcément un super nom. Et puis donc on a décidé d'y aller. Donc sur le déploiement, en fait, en septembre 2017, on a démarré ce qu'on appelle l'encodage initial. Donc c'est-à-dire que là, le premier travail, c'est déjà de cartographier ce qui existe au moment du démarrage. Donc avec le format que Jean-Michel a présenté, des rôles, des missions, des redevabilités, des domaines. Voilà, sur donc un démarrage qu'on a fait finalement sur 3 cercles pilotes.
sur les premiers mois. Donc, ça représentait à peu près 35 personnes sur 85. On s'est concentré pour démarrer donc, sur le cercle commercial, support et le cercle général, donc l'équivalent du comité de direction. Ça rejoint la question de tout à l'heure sur la facilitation. Donc, on a formé pour démarrer quatre personnes en fait à la facilitation. Donc, avec voilà, ce qu'on appelle la facilitation en holacratie, qui est un peu différente effectivement de la facilitation pour d'autres pratiques d'intelligence collective. Mais voilà, c'était pour être capable d'animer finalement les réunions correctement, de respecter les règles de la Constitution et de vraiment appliquer holacratie et pas autre chose, quoi. Et on a créé donc un cercle sur l'adoption, donc qui était chargé un peu de coordonner finalement tout le déploiement, de voir comment les choses avançaient, etc. Donc ça nous a été vraiment super utile aussi ce format-là. Donc après les 3 mois de tests sur les 3 cercles pilotes entre septembre 2017 et décembre 2017, on a décidé de démarrer toute l'entreprise, donc là de lancer tous les cercles en même temps. Donc ça a été ça a été un petit défi, hein, je vous le cache pas. Voilà, on a fait des ajustements au fur et à mesure. Je dirais que un point clé, c'était effectivement la bande passante entre guillemets en facilitation, parce qu'il y avait donc il y avait seulement 4 personnes de formées et on a fait tourner une dizaine de cercles. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à faciliter les réunions et puis des collègues qui ont été formés aussi. Mais bon, c'était riche. Je dirais que si on résume aujourd'hui le premier bilan qu'on a dressé après 6 mois de pratique, c'était que on manquait de formation en fait, et surtout donc à la fois pour monter en compétences sur holacratie et aussi sur les outils connexes. Donc c'est vrai que voilà, là je vous ai remis la liste un peu de toutes les formations qu'on a organisées au fur et à mesure qu'on se rendait compte des outils connexes dont on avait besoin pour aider vraiment à l'adoption de l'holacratie, hein. L'objectif c'était encore ça. Ça nous a ouvert en fait, je dirais que c'est peut-être une des forces de l'holacratie, hein, mais ça agit comme un révélateur en fait. C'est-à-dire que quand on met en place l'holacratie dans une entreprise, finalement c'est un miroir implacable de la réalité et on va se rendre compte qu'on a besoin de tout un tas d'autres choses. Mais c'est pas holacratie qui crée le problème, c'est juste qu'on avait déjà ce problème au départ et ça agit juste comme un révélateur. Donc on savait que par exemple l'organisation personnelle des salariés, ça pouvait être un point un peu bloquant et oui, ça l'a confirmé. Donc on a organisé cette formation-là sur la méthode GTD, donc une méthode d'organisation personnelle, peut-être certains d'entre vous connaissent. On a eu aussi des frustrations sur le fait que les prises de décision n'étaient pas forcément assez collectives des fois. Donc c'est pour ça qu'on a organisé aussi une formation sur les liberating structures pour aller plus loin sur la prise de décision via l'intelligence collective. Il y a eu effectivement ce que Jean-Michel a mentionné, hein, le fait de mettre en place la structure, ça suffit pas si la culture suit pas, entre guillemets. Et si on n'est pas à l'aise à exprimer les conflits interpersonnels, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a organisé aussi une formation sur la communication empathique. Et puis comme je disais, on avait aussi besoin d'accroître la bande passante en facilitation, donc on a formé des nouvelles personnes en tant que facilitateur, donc vraiment spécifique au holacratie. Et puis aussi le besoin de monter en compétences, donc on a formé deux coachs holacratie, donc qui sont des rôles qui à la fois peuvent donc animer les réunions et puis aussi aider justement à l'adoption. Ça nous a un peu donné des billes pour aller un peu plus loin, pour mieux comprendre les difficultés dans la conduite du changement, les réticences que certains pouvaient avoir, comment arriver à les dépasser, à utiliser ça pour aider l'adoption. Voilà, donc si je résume un peu les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette adoption et de la pratique qu'on a aujourd'hui, je les ai classés un petit peu par ordre par ordre chronologique en fait. C'est ça que je voulais faire.
quelque chose qu'on voit assez nettement et assez rapidement, c'est le côté transparence sur les rôles, en fait. Hein. Donc, dès qu'on a encodé le travail des personnes pour démarrer, et ben, on se rend compte tout de suite de la quantité de travail que chacun a à faire, et puis aussi de ce que Jean-Michel mentionnait, de tout le travail entre guillemets caché, qui, parce qu'il est trivial ou parce qu'il n'a pas forcément de valeur hautement stratégique, ben, en fait, est totalement caché, alors que ça représente quand même finalement bah, une part non négligeable du, du temps de la personne, et aussi une activité bah, importante, parce qu'effectivement, si le courrier n'est pas distribué, ben, on peut avoir potentiellement des problèmes. Et donc, le fait d'avoir cette transparence-là sur les rôles, bah, ça légitime les personnes dans leur travail, et puis ça aide aussi à l'efficacité. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Le format de la réunion de triage dont Jean-Michel aussi a parlé, hein, qui est vraiment, je pense, le point que toutes les entreprises qui mettent en place Holacracy constatent. Hein, on observe vraiment tout de suite sur ces réunions-là une efficacité assez impressionnante, hein, donc que ce soit sur des projets métiers ou même des projets complexes, hein, qui vont réunir plusieurs métiers, plusieurs entre guillemets services. Voilà, donc nous on a un gros projet en ce moment de ce qu'on appelle rénovation digitale, de transformation de tous nos outils numériques pour gagner en efficacité, et on a donc un cercle qui travaille spécifiquement là-dessus, et on voit que les réunions de triage de ce cercle-là, ça a apporté vraiment quelque chose d'assez puissant qu'on n'avait pas auparavant, quoi. Ensuite, on a observé aussi la disparition du mode héros, hein, le fait de se dire finalement il y a une personne dans l'entreprise qui, parce qu'elle est sympa ou parce qu'elle sait pas dire non, va se retrouver à résoudre les problèmes de tout le monde, et du coup se faire une surcharge de travail qui est pas forcément souhaitable. Bon, ce mode-là tend un peu à disparaître, hein. Alors, je vous ai quand même mis le, la page d'Enrico où on voit qu'il a 42 rôles, donc ça représente quand même une quantité de travail importante, hein. Il y a forcément des personnes qui restent prépondérantes, si on veut, dans l'entreprise, et qui ont beaucoup de rôles, y compris des rôles stratégiques, mais en tout cas, c'est plus possible disons que ça permet en tout cas d'ouvrir la discussion sur le fait de dire ok, je veux bien t'aider, mais pour le moment tu sais que j'ai pas de rôle, je peux le prendre, ou je peux t'aider en tant qu'action individuelle, c'est-à-dire juste pour te rendre service et pour t'aider. Mais voilà, ça permet en tout cas d'avoir ce langage commun où du coup on peut discuter sur des bases objectives et pas sur de l'émotionnel ou sur de l'affect, de dire je vais t'aider parce que je t'aime bien, ou parce que tu m'as aidé la dernière fois, etc. Tous ces petits jeux-là, le fait de donner les rôles, ça limite un peu toutes ces choses-là. Et ensuite, un point qui est vraiment aussi intéressant, mais qui est effectivement un peu plus lent à se mettre en place, hein, parce qu'il faut que tout le monde s'approprie l'outil suffisamment pour qu'on observe ça. Mais bon, après 1 an ou 2 ans de pratique, je dirais que c'est déjà des choses qu'on a constatées, hein. C'est le fait qu'effectivement, la réorganisation, elle est de plus en plus collective, et elle est de plus en plus en continu. On n'attend pas que les décisions viennent d'en haut pour changer notre manière de faire. On détecte un problème dans le quotidien, ou on détecte une opportunité dans le quotidien sur comment on travaille, et on a la possibilité tout de suite de proposer quelque chose qui peut changer assez radicalement en fait la manière dont on est organisé. Donc ça, c'est en termes d'empowerment, si je peux dire, c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Donc après, sur les limites, un point qu'il faut effectivement rappeler, et que Jean-Michel a bien mis en avant, c'est que Holacracy, ça va pas forcément être non plus la réponse à tout, hein. Ça, comme on a vu, ça gère pas l'espace relationnel et personnel. Mais ce que j'ai trouvé de vraiment bien finalement avec cet outil, c'est que ça force à se poser des questions en fait, et ça force à rentrer dans une démarche si on veut, d'amélioration continue de notre gouvernance et de nos modes d'organisation, puisque ça ouvre en fait c'est une porte d'entrée, c'est ça, vers des outils complémentaires. Comme je disais, sur toutes les formations qu'on a suivies, c'était un besoin qui a été ressenti avec la mise en place de Holacracy. Même si on savait que c'était
des difficultés qu'on avait de longue date, au moins, le fait de mettre en place Holacracy, ça l'a rendu vraiment très très visible, quoi. Après, donc quelque chose d'intéressant aussi un peu dans la continuité, hein, c'est que forcément Holacracy, ça remet en cause, enfin ça remet en question plutôt les pratiques RH qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que pour Ecocompteur, on avait des choses intéressantes, hein, puisqu'on a une formule d'intéressement et une mutuelle qui ont été choisies par des groupes de travail. On a un système d'entretien individuel qui est semi-collectif qu'on a mis en place depuis 10 ans et qui fonctionne plutôt bien. On a aussi un processus pour les augmentations de salaire qui implique différentes personnes avec plutôt pas mal de transparence, hein, sur le processus en lui-même. Les salaires sont pas transparents pour le moment, mais le processus pour les augmentations l'est. Et puis on a un processus participatif aussi pour la question du recrutement, avec différentes personnes qui sont impliquées à différents moments. Bon, bah tout ça, c'était des choses qui existaient avant Holacracy. Le fait d'adopter Holacracy, aujourd'hui, on se pose la question de comment on va intégrer toutes ces pratiques RH là qu'on avait dans le nouveau système. Puisque dans l'ancien fonctionnement, c'était effectivement basé sur les personnes beaucoup et sur les postes. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à l'intégrer sur les rôles. Voilà, c'est un petit challenge, mais bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je sais pas si je suis à peu près dans les temps, j'espère que je vais pas trop déborder. Je suis pratiquement au bout, je voulais juste, pour terminer, vous présenter une sorte de bilan en fait, hein, d'un sondage que je réalise tous les ans depuis l'adoption. Où je pose donc différentes questions. La première, c'est à quel point l'organisation vous paraît-elle claire? Donc là, on voit que sur ce point-là, il y a vraiment une évolution assez nette, hein. Donc c'est représenté en pourcentage des réponses. On avait une cinquantaine de réponses la première année, et puis on avait 70 et à peu près 70 réponses les années suivantes. Donc on voit qu'on est passé effectivement de une soixantaine, enfin à peu près 66% des gens qui pensaient que l'organisation était claire à plus de 72. Donc voilà, on est sur une bonne évolution. Là où c'est vraiment marquant, c'est sur l'autonomie. Donc la question, est-ce que vous vous sentez plus autonome au travail depuis que Holacracy a été adopté? Donc là, on voit qu'il y a vraiment une grosse progression entre 2019 et 2020. Le sentiment aussi de plus contribuer aux décisions, c'était quelque chose d'important dans le projet au départ. Là, on voit que donc quand on a démarré Holacracy, c'était pas net, hein, dans le sens où il y avait à peu près la moitié des personnes qui ont répondu qui trouvaient que pour le moment, en tout cas, ils contribuaient pas suffisamment aux décisions. Et si on regarde donc aujourd'hui en 2020, le sondage je l'ai fait le mois dernier, on voit qu'on a plus de 70% des gens qui ont le sentiment de plus contribuer aux décisions qu'avant, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et je posais quand même la question, est-ce que le fait d'adopter Holacracy, ça a changé quelque chose à votre bien-être au travail? Donc on voit qu'en 2018, c'était pareil, pas net. En 2020, ça a progressé, mais bon, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de polarisation, puisqu'au départ, il y avait une partie des gens qui trouvaient que ça changeait rien, et cette part de personnes qui trouvent que ça change rien se réduit. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que ça a un impact positif, mais aussi de plus en plus de gens qui pensent que ça a un impact négatif. Donc après, en valeur, on passe de 9 à 13, c'est pas non plus un changement majeur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle, on va dire, pour la suite. Voilà, donc après, je dirais que pour là où on en est aujourd'hui, le prochain point, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes dans l'entreprise utilisent les outils Holacracy au maximum de leurs possibilités, hein. Donc une préconception qu'on a souvent, c'est de se dire finalement Holacracy, c'est un outil donc assez complexe, assez technique, entre guillemets un peu intello, donc est-ce que ça va parler forcément à tout le monde? Donc si vous avez des questions là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, mais c'est vrai que nous, Ecocompteur, on a
quand même une bonne diversité de métiers entre la R&D, la production, l'admin et finance, le commercial, etc. On a vraiment beaucoup de fonctions différentes. Et j'ai pas constaté personnellement que ce soit forcément plus difficile pour certains métiers que pour d'autres, en fait. Je dirais que, au contraire, plus plus les problématiques sont concrètes et plus Holacracy a des réponses qui sont satisfaisantes, quoi. Là où c'est plus difficile, paradoxalement, ça peut être sur des problématiques de, entre guillemets, communauté directeur ou cercle général, où du coup on va avoir des propositions entre guillemets stratégiques ou des choses assez intellectuelles et complexes qui sont qui ont du mal à trouver une réponse avec Holacracy, parce qu'Holacracy est vraiment conçu pour prendre une décision rapidement à partir d'un problème concret. Si on essaye d'en faire autre chose, ça devient tout de suite plus compliqué. Mais bon, on aura l'occasion peut-être d'échanger sur ce point. Voilà, c'était tout pour mon témoignage. Merci. Merci Raphaël. Est-ce que Jean-Michel ou Timothée veulent rebondir, ou est-ce que je peux passer aux questions qui ont été posées? Moi, je voulais peut-être en quelques secondes aussi faire écho au témoignage de Raphaël, puisqu'on a vécu à peu près la même chose, alors avec un peu moins d'historique. Mais moi, je voulais effectivement, sur les retours d'expérience, partager 2-3 points que j'ai notés en parallèle et qui répondent partiellement à certaines questions que j'ai vues passer. Donc, quand on pose la question de savoir si ça peut plaire à tout le monde, j'ai envie de dire que non, parce que forcément, quand on met un temps masqué sur des missions qui sont du coup par la suite mis en lumière par l'holacratie, bah, c'est plutôt positif pour la personne. L'exemple du courrier de Jean-Michel. À l'inverse, il y a peut-être des profils qui sont très présents en termes de charisme ou d'aura dans une boîte qui, derrière, finalement, quand on encode, sont beaucoup moins on va dire, visible sur des missions opérationnelles. Alors, ce n'est pas le cas chez Ecodev, mais on voit bien que le travers peut arriver pour avoir quand même travaillé un peu dans des grandes structures au préalable. Je pense que là, ça peut faire très mal pour un certain nombre de profils. Nous, on a constaté également que le fonctionnement de l'équipe projet était extrêmement puissant pour justement aider sur l'autonomie ou sur la capacité, on va dire, d'être libre sur un projet. Moi, je vais vous prendre un exemple. On a développé un outil EcoPDM qui, du coup, a été sorti du sujet de la mobilité. Alors, je vous passe ça rapidement, mais globalement, l'idée de pouvoir sortir une fonction d'une responsabilité historique, ça lui permet d'être beaucoup plus agile et de fonctionner différemment. Donc, on peut, et ça répond à la question tout à l'heure de qu'est-ce qui fait régresser une entreprise ou qu'est-ce qui met en danger. C'est-à-dire qu'on peut se dire que si on tente quelque chose qui ne va pas faire descendre le chiffre d'affaires, on va dire, baisser la qualité d'un livrable ou ce genre de choses, on peut le tenter. Et en le tentant, on voit qu'on a des libertés et on crée des autonomies qu'on n'avait pas au préalable. Et puis un dernier point que je voulais partager, c'est que quand j'ai commencé à découvrir le sujet de la gouvernance partagée, par défaut, c'est un peu comme dans le monde associatif, on se dit du coup c'est le consensus, faut que tout le monde soit d'accord pour décider. Et effectivement, ce que j'ai trouvé moi génial dans ces fonctionnements, en tout cas pour l'avoir testé, c'est de se dire qu'il y a à un moment donné quand même toujours quelqu'un qui décide, et ce quelqu'un doit être compétent bien évidemment, et c'est ce qui fait la magie de ces démarches, c'est que on n'est pas dans le consensus qui a tendance tout le temps à descendre les ambitions. On est vraiment dans la capacité de créer du leadership pour ceux qui le souhaitent et leur permettre justement d'avoir les outils entre leurs mains pour pouvoir définir après leurs priorités, leur feuille de route, ce genre de choses. Voilà. Merci. Donc j'en profite, je vais rebondir sur les questions. On n'a plus énormément de temps, mais on va réussir à en traiter quelques-unes. Alors, une première question, c'est est-ce que 2 personnes ou plus peuvent avoir le même rôle? Comment du coup le travail va s'articuler et s'assurer qu'une personne ne supporte pas toute la charge du rôle? Oui. Donc peut-être, pardon Jean-Michel, tu veux répondre ou... Ah bah si, je pense. Ok. Non, donc avec Holacracy, il y a le système qu'ils appellent des focus, donc de dire on peut rajouter plusieurs personnes sur un rôle, effectivement. Si je reprends l'exemple de notre production, nous on a une partie montage mécanique où du coup il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont sur ce rôle-là. Bon, ça se passe très bien. Le principe, c'est de dire finalement tant qu'il n'y a pas de problème, on peut le garder comme ça. Et si on a besoin de s'organiser mieux, de savoir effectivement qui prend en charge quelle partie du rôle, ou en tout cas
qui est le personne qui est principalement sur le rôle et qui est en backup ou des choses comme ça. C'est là où l'outil focus en fait de Holacracy sert en fait. On va pouvoir définir je t'ajoute sur telle personne, sur tel rôle, pardon, j'ajoute telle personne sur tel rôle avec un focus pour dire ben lui il s'occupe uniquement du montage mécanique quand un tel est en vacances ou lui il s'occupe du montage mécanique pour tel client seulement, etc. On peut mettre un peu ce qu'on veut comme focus et c'est un outil qui est vraiment intéressant pour ça. Merci. Une autre question, comment sont intégrées les instances représentatives du personnel dans ce dispositif? Ouais, c'est une bonne question. Donc, Il y a différentes écoles sur le sujet. ouais, je peux juste présenter ce que nous on a fait. Après, comme disait Jean-Michel, hein, la Constitution, ça dit juste comment on doit prendre les décisions, ça dit pas quelles décisions on doit prendre. Donc le but c'est aussi que chaque entreprise trouve ce qui lui convient. Nous, on a fait un sous-cercle de notre cercle RH qui s'appelle donc CSE, avec on a essayé d'encoder en fait au maximum le côté légal des IRP dans Holacracy, quoi. Et on a ajouté donc une petite règle qui dit qu'on doit expliciter toutes les différences en fait entre ce que la loi française demande et ce que la Constitution Holacracy impose entre guillemets. Donc voilà, on a fait ça comme ça. Il y a une sorte de leader de cercle en fait qui correspond donc au je sais plus si c'est un secrétaire dans les CSE ou un trésorier, je suis pas hyper calé là-dessus, mais voilà, en gros, on a essayé de faire correspondre les deux et bon, ça marche plutôt bien. Ils font aussi des réunions de triage entre du CSE et on a créé donc un rôle qui s'appelle, je crois, représentant légal dans notre cercle CSE, où du coup, on va venir, on ajoute dans ce rôle-là le dirigeant de l'entreprise qui intervient voilà, dans les réunions s'il y a besoin pour ce genre de choses. Merci Jean-Michel, est-ce que tu voulais compléter? Oui, il y a une autre. Enfin, ça, c'est la façon de faire des co-compteurs parce que je pense qu'il y a une culture sociale assez mûre chez vous. Et il y a d'autres entreprises qui disent que les relations avec les IRP, c'est des relations qui sont dans la sphère sociale. Elles sont définies dans un cadre qui est le lien entre l'entreprise, personne morale, et les personnes physiques qui sont les employés. Et donc, en fait, comme l'holacratie travaille sur le travail à faire, ça ne relève pas du champ de l'holacratie ni du champ de l'organisation du flux des activités. Ça relève juste c'est dans un autre registre, c'est un registre légal et ça se passe c'est dans l'espace social. Et donc, il y a des gens qui disent que les IRP n'ont pas de rôle fonctionnel dans l'activité de l'organisation et donc ne sont pas représentés dans la structure opérationnelle. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Et pour ce qui est, justement, il y a un précédent très sympa qui s'est fait en Bretagne, à Nantes. Il y a le SGEN, qui est le syndicat de l'éducation nationale. Ils ont une branche régionale en Pays de Loire, donc ils sont affiliés CFDT. Et cette section syndicale travaille en holacratie. Ils sont une 50aine de personnes. Et la personne qui a mis ça en place le secrétaire qui a mis ça en place dans cette structure, c'est vraiment un fan d'holacratie et il a une vision des relations syndicales à la lumière de l'holacratie qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc, c'est aussi un sujet qui s'élabore sur le terrain, même dans les instances les plus concernées. Merci. Alors, autre question. Est-ce que, notamment pour Raphaël, est-ce que vous avez mis en place un processus de résolution des conflits? Et deuxième question associée, l'holacratie a-t-elle influencé les relations interpersonnelles et notamment la place des émotions de l'humain dans vos relations? Oui, alors c'est une vaste question. C'est vrai que bon, si c'était à refaire, et comme je disais un peu dans mon témoignage, hein, ça agit comme un révélateur en fait. Donc après coup, c'est ça, c'est que le fait d'avoir mis en place l'holacratie, on s'est rendu compte qu'on avait sans doute des faiblesses à ce niveau-là.
dans le sens où on avait quand même une culture d'entreprise assez forte et l'habitude de bien s'entendre, bien se parler, organiser souvent des événements, d'être vraiment dans des trucs enfin beaucoup d'événements sociaux et tout ça. Mais c'était pas, enfin, on n'était pas suffisamment armé, je pense, pour le côté résolution des conflits. Donc on a réagi après coup en organisant ces formations communication empathique. Mais c'est sûr qu'il y a voilà, il y a eu des moments où on a eu des conflits, on a eu souvent la remontée quand on a adopté Holacracy que bah, finalement c'était quelque chose d'assez inhumain, qu'il n'y avait pas assez de place au côté émotionnel et relationnel. Donc voilà, on a essayé de s'adapter en continu. On n'a pas mis en place spécifiquement de mécanismes de résolution des conflits, on les a traités un peu pour le moment au cas par cas. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont adopté Holacracy, qui ont créé effectivement des rôles spécifiques pour ça, un rôle de médiateur ou des choses comme ça. Donc là, ça peut se faire. Après, c'est vraiment à chaque entreprise de le faire. Nous, on l'a traité entre guillemets juste sur des formations. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même progressé là-dessus puisqu'on a plus de, enfin, on reconnaît et on sait que c'est un besoin important et on essaie d'organiser plus de temps pour ça. Donc là, après, je parle plutôt pour mon cercle. Pour les autres cercles, je ne sais pas exactement quand ça fonctionne, mais dans le cercle communication, on essaie vraiment en plus de la réunion de triage, d'avoir aussi des points, justement, où on traite uniquement de l'aspect relationnel. Merci. Et du coup, je rebondis justement par rapport au sondage que tu nous as montré. Est-ce que vous avez eu des départs de collaborateurs ou est-ce que tout le monde est monté dans le bateau? Ben, c'est vrai que ça confirme un petit peu le sondage, là, ça confirme un petit peu le ressenti qu'on a. Qui est, en moyenne, il y a peut-être à peu près 10% des gens qui sont insatisfaits avec Holacracy, puisqu'on est une centaine de personnes et qu'il y a une dizaine de personnes qui répondent négativement, en gros, hein, à chaque sondage. Je pense que ça reste. Je connais pas. Enfin, on n'a pas fait de sondage en fait avant sur le système, le mode d'organisation d'avant. Je pense qu'on a plutôt progressé et je pense qu'avant il y avait encore plus de gens insatisfaits. Bien sûr, c'est pas un système parfait et donc il y aura forcément des gens qui sont en désaccord. Sur les départs spécifiques, on a peut-être eu. Enfin, c'est souvent un ensemble de choses. Il y a pas de départ spécifiquement imputable à Holacracy. Il y avait des départs qui étaient prévus de longue date et le fait d'adopter Holacracy, ça a un peu, encore une fois, été un révélateur et donc ça a précipité le départ pour peut-être une ou deux personnes. Mais non, sinon on a eu, à part ces deux départs-là, on n'a pas eu de départ. Merci. Si jamais Timothée ou Jean-Michel voulaient rebondir, n'hésitez pas. Ouais, moi, je veux bien sur les conflits ou sur la partie relations interpersonnelles et départ d'ailleurs. Effectivement, enfin, au-delà du fonctionnement, on va dire, de l'holacratie, je pense qu'il y a ce changement de règle en fait qui peut être considéré comme assez violent, assez brutal, qui forcément fait sortir de la zone de confort, mais tout le monde, que ce soit d'ailleurs un salarié lambda ou la direction. Et donc, ce changement d'état forcément amène à créer un certain nombre de tensions quelque part dans la tête des gens qui sont justifiées pour la plupart. Mais donc, je pense que voilà, le fait de changer de toute manière amène à ce qu'un certain nombre de personnes sont un peu moins à l'aise. Donc, ça amène forcément des conflits. Après, il faut bien voir que l'holacratie n'est pas là pour gérer ces conflits directement, et on le voit bien. Et je pense que ça crée des moments aussi plus privilégiés qu'avant, qui permettent de mettre en avant ces zones un peu conflictuelles. Donc c'est un révélateur, comme le disait Raphaël, je pense plus qu'un élément déclencheur. Et puis après, sur la partie départ, nous on en a vécu quelques-uns. Alors je suis pas sûr que ça soit directement lié à l'holacratie, mais ça les a peut-être accélérés. Avec le recul, on se dit que forcément, des personnes qui nous quittent, c'est un peu humainement difficile. Mais avec le recul, on voit qu'on recrute et on reconfigure quelque part des postes de différentes manières. Et moi, je pense qu'avec le recul maintenant, c'est plutôt bénéfique pour la structure. Même si émotionnellement, ça peut être difficile, on s'aperçoit que la manière dont on repense après le recrutement et la nouvelle fonction amène à nous tirer généralement vers le haut. Donc c'est un mal pour un bien.
à mon sens, sur ces sujets. Et de toute manière, c'est inéluctable dans une structure qu'il y ait des départs et des arrivées. Donc, il ne faut pas non plus trop se chagriner à ces sujets parce que c'est la vie d'une entreprise que d'être en constante évolution. Oui, moi, je dirais qu'un indicateur, c'est plutôt le turnover ou le taux d'absentéisme. Et s'il y a moins de turnover, il y a toujours des gens qui vont partir, mais s'il y a moins de turnover et moins d'absentéisme, c'est que globalement, les gens sont plus à l'aise dans l'organisation. Et d'ailleurs, j'ai une question, enfin c'est presque une réflexion que je voudrais partager avec Raphaël. C'est s'il y a régulièrement 10% des gens qui trouvent qu'ils sont un peu réfractaires à l'holacratie ou qui ne sont pas très confortables, mais que c'est tout le temps les 10 mêmes pourcents qui passent d'une année sur l'autre, c'est qu'ils sont quand même assez attachés à l'organisation. C'est sûr. Merci. Dernière question. Quelle consommation de temps pour la mise en place aux différentes étapes? Approche coût, peut-être une question pour Raphaël et Timothée, Oui. même pour Jean-Michel d'ailleurs. Alors, donc en toute transparence, hein, le budget là sur les 3 ans, je regardais tout à l'heure, on a consacré 100 000 € au total sur les 3 années en formation diverses et en accompagnement. Toute formation confondue, c'est-à-dire Toute les formation liberating confondue. structures, Oui, la GTD, oui, d'accord. tout à fait. Ouais. C'est ça. Et après, en temps, c'est difficile à estimer parce que c'est vrai qu'on a l'impression effectivement de perdre son temps au démarrage sur des réunions qui sont difficiles à faire tourner. Et d'un côté, on gagne du temps puisqu'on gagne de l'efficacité opérationnelle. C'était le coût de formation, le temps. Le temps passé collaborateur, moi j'ai consacré peut-être, si je fais à la grosse louche, peut-être la moitié de mon temps sur les 2 dernières années à ça, grosso modo, avec des moments où c'était forcément plus intense au démarrage, où j'étais quasiment à temps plein dessus, et puis des moments où aujourd'hui, je suis revenu à peu près à un quart de mon temps sur Holacracy et 3 quarts pour le reste, donc ouais, c'est ça. 100 000 € plus, on va dire, la moitié d'un temps plein pour l'accompagnement en interne, quoi. Et de notre côté, je pense que le budget, ça doit être autour de un tiers de autour de 30 000 €, je pense, mis bout à bout entre les différentes formations et l'accompagnement. C'est à la louche, hein, j'ai pas regardé dans le rétroviseur, mais donc c'est à peu près proportionnel puisqu'on est un peu moins d'une trentaine. Et puis sur le temps, c'est compliqué parce que moi je l'ai pas éco-compté le temps passé sur le sujet. Par contre, je vois que j'en ai gagné sur des points. L'organisation des réunions internes pour suivre les consultants et ou les missions. Là, on les fait différemment. Donc, on a gagné du temps. À l'inverse, je passe du temps à faciliter ou à cadrer le projet. Et là, je compense de l'autre côté. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet ou nous pousse quelque part à passer du temps sur des sujets qu'on n'aurait pas passé et peut-être se concentrer à gagner du temps là où on est très à l'aise. Donc, moi, j'estime que j'ai gagné beaucoup de temps dans ma zone de confort et que j'en ai peut-être perdu sur une zone où j'étais moins à l'aise, mais qui m'ont fait progresser. Alors, il y a une autre dimension du temps qui est intéressant de regarder, c'est le temps de montée en autonomie et le temps de maturité. En fait, entre le moment où on met le premier doigt de pied dans l'holacratie et le moment où on s'est nagé en holacratie, il faut compter 3 à 6 mois à peu près. Donc ça, c'est le temps végétal, je dirais, de maturation de l'holacratie, au-delà de l'investissement ressources, temps ou argent. L'idée, c'est quand même que les gens soient autonomes en holacratie. Donc, le travail d'un consultant, c'est qu'il parte le plus vite possible. C'est un peu ça, l'objectif. Merci. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je laisse une dernière fois potentiellement la parole à l'un de vous trois si besoin, si vous voulez conclure ou non. Oui, alors moi, il y a un point anecdotique qui m'a frappé et j'en profite. C'est en fait, on a vu tout à l'heure que Enrico, il avait 42 rôles et que on a l'impression que les gens font beaucoup de travail. Mais en fait, il y a un truc à savoir, c'est qu'à partir du moment où un rôle est identifié, c'est quelque chose qu'on peut déléguer. En fait, quand on dit une personne est irremplaçable, on voit la personne en tant
sorte d'ensemble, comme la personne qui fait un ensemble de choses, mais on ne sait pas quoi. Et à partir du moment où on découpe ça en rôles, tout rôle identifié peut être distribué. Et d'ailleurs, chez CoCompteur, il y a eu un départ qui était programmé et la personne a petit à petit délégué tous ses rôles et quand elle est partie, ça pouvait tourner sans elle. Et j'ai l'autre cas dans un cabinet de conseil de 200 personnes. C'était un des managers qui a identifié tous ses rôles, qui les a délégués et quand il est parti, il n'a pas été remplacé. Donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le rôle pour voir si ça arrête quelque chose, si quelqu'un d'autre peut le faire. Et ça permet aux gens de se reconcentrer sur leur zone de compétence et de création de valeur. Ça serait ma conclusion. Moi, Repositionner les gens sur leur zone d'excellence. Voilà ce que ça apporte aussi. Et alors moi, du coup, je vais faire une conclusion un peu promotionnelle, mais forcément, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur les sujets du développement durable et des sujets environnementaux, sociaux chez Ecodev. On s'aperçoit quand même que la gouvernance est un des enjeux, voire l'enjeu majeur pour pouvoir gérer d'ailleurs ces situations de crise. Je l'ai balayé en introduction, mais du coup, je réinsiste lourdement. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on réfléchit de plus en plus chez nous à accompagner, puisqu'on a testé un certain nombre d'entreprises sur ces sujets, que ce soit sur la définition de la raison d'être, leurs indicateurs, leur stratégie, et puis sur on va dire l'accompagnement en termes de gouvernance au quotidien. Donc, comme il y avait une question qui n'a pas été citée, qui est où trouver des consultants compétents, c'est la dernière. J'ai envie de dire, vous avez Jean-Michel en face sur l'holacratie et des structures comme la nôtre pour vous aider sur le déploiement de la raison d'être. Et comme on se connaît bien et qu'on peut se tenir la main pour accompagner les sujets ensemble, voilà, j'espère que ça amènera des réponses pour ce type de questions. En tout cas, merci. J'ai beaucoup appris avec le témoignage des co-compteurs également. Merci, c'était intéressant. Ouais. Après, un mot de conclusion. Qu'est-ce que je peux... pour conclure, non, je suis content effectivement d'avoir échangé, de voir qu'on a les mêmes problématiques aussi avec Ecodev, et puis ravi si ça vous a été utile. Merci. Et du coup, merci à tout le monde d'avoir participé à la conférence. On vous enverra les supports par mail. Et on reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Et prenez soin de vous à tous également. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.